Monde numérique. On pourrait très bien remplacer le GPS d'aujourd'hui, basé sur des satellites, par des capteurs quantiques. Imaginez des sous-marins, mais ils peuvent pas voir les satellites, ils sont trop loin. Donc le quantique amène également cette capacité avec une extrême précision de pouvoir géolocaliser des objets à partir du moment où on a leur position initiale. Donc là, beaucoup d'espoir également, peut-être demain, dans votre voiture, Jérôme, un GPS quantique. Bonjour Patrice Duboé. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini, ravi de vous recevoir dans Monde Numérique pour ce rendez-vous mensuel en partenariat avec Capgemini dans le cadre du rapport annuel Technovision. Et on parle ce mois-ci d'un gros sujet, l'informatique quantique. Les annonces se multiplient régulièrement, on a des infos nouvelles dans ce domaine. Ça reste évidemment un sujet d'avenir, mais c'est aussi une histoire ancienne, le quantique. Expliquez-nous ça. Alors effectivement, moi, je crois beaucoup au quantique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est submergé d'infos sur l'IA, mais il faut pas que l'IA cache la forêt de l'innovation. Et je pense que le quantique sera la prochaine grande vague, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Alors, pourquoi ça s'accélère aujourd'hui? Mais on est parti au 19e siècle. Là, on est dans la théorie de l'infiniment petit, dont tout le monde connaît Einstein et E égale MC2. On sait pas forcément l'expliquer, mais on sait que c'est à peu près dans ces eaux-là, début du 20e. Et le quantique, c'est pareil. On est dans l'infiniment petit, avec des nouveaux référentiels. Et ça qui était intéressant au niveau de l'atomique. Et donc, c'est ça qui a amené les nouveaux ordinateurs quantiques où on est dans l'infiniment petit. Concrètement, c'est quoi le quantique ? Alors, c'est quoi le quantique? Le quantique, en fait, c'est essayer de se rapprocher de la nature. La nature, elle n'est pas digitale. La nature, elle n'est pas 0-1. La nature, elle a plein de nuances. Et le quantique, en fait, au niveau atomique, donc on va essayer dans les ordinateurs de passer d'un état où on n'a que deux états, 0-1, ou dans le quantique, on peut avoir un infini nombre d'états. Et donc, on voit que c'est exponentiel. Si on arrive à mesurer, à gérer cette information au niveau de l'atome, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, on est encore dans les prémices. On parle aujourd'hui d'ordinateurs avec un nombre de qubits, dans le Q de quantum. Et aujourd'hui, on a plusieurs technologies. Soit on est dans l'extrêmement froid, donc avec des supraconducteurs. Donc, on doit maintenir les atomes au niveau de moins 273 degrés. Donc, on comprend derrière déjà un challenge de l'énergie. Comment réussir à garder des ordinateurs très, très froids. Ou alors, on va passer au niveau du magnétique, où on va capter des photons, des neutrons. Donc là, encore une fois, beaucoup d'énergie nécessaire, mais on est dans des états où on est dans le semi-conducteur, dans la chimie, où on va essayer d'avoir des probabilités sur des états 0, 1, ou ça peut être à la fois 0 et 1. C'est ça qui amène un infini nombre de possibilités. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce fameux chat de Schrödinger dont on parle toujours à propos du quantique ? Alors effectivement, Erwin Schrödinger avait eu cette image pour essayer de vulgariser. On sait que c'est pas facile d'expliquer. Il disait voilà, je vais enfermer le chat dans une boîte, et puis il y a un mécanisme, s'il détecte un certain état, il va tuer le chat. Mais les chats, ils peuvent être morts ou pas, et pour savoir, il faut ouvrir la boîte. Donc c'est un petit peu cette dualité de savoir, tant qu'on n'a pas regardé, on ne connaît pas l'état du chat. Alors j'aime pas trop cette image parce que, comme on l'a dit, le quantique, c'est l'extrêmement petit. On peut pas dire qu'un chat ce soit extrêmement petit. Donc c'est la première raison pour laquelle j'aime pas cette analogie. La deuxième, il faut savoir qu'on est dans l'extrêmement petit. Donc dès qu'on va prendre la mesure d'un qubit, on va changer son état. C'est-à-dire que si on ouvre la boîte, normalement, ça devrait changer l'état du chat. Alors, une fois qu'on a ouvert la boîte, il est mort, il est vivant, mais ça n'a pas changé. Mais effectivement, l'idée, c'était de dire, voilà, on peut avoir un état 0, 1 ou entre les deux, et tant qu'on n'a pas regardé, on ne sait pas. Et c'est ça qui amène beaucoup de choses intéressantes. Alors, voilà pour l'aspect presque scientifique. Maintenant, ce qui est intéressant surtout, c'est la promesse de l'informatique quantique. On n'aura pas tous des ordinateurs quantiques sur nos bureaux dans 10 ans. En revanche, ça va quand même sacrément bousculer les choses. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de promesses. Tout à fait. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques, ils sont des centres de recherche. Il y en a dans pratiquement tous les pays du monde, avec quelques qubits. C'est quelques dizaines aujourd'hui. Et pourquoi c'est intéressant? Dans les épisodes précédents, on a parlé de semi-conducteurs, de batteries. Et vous vous souvenez que la loi de Moore disait depuis les années 70, tous les 2 ans, on double la capacité des ordinateurs et on baisse le prix par 2. Et on sait que depuis pratiquement 1 an, 2 ans, cette loi n'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à des limites physiques, le nanomètre pour les semi-conducteurs, et puis des questions de coût. Et le quantique peut permettre de relancer cette loi. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on voit qu'on passe au niveau exponentiel par rapport aux ordinateurs classiques. Donc, imaginez
tous les métiers, on a besoin de beaucoup de calcul, de puissance de calcul, ce qu'on appelle le quantum computing. La météo, les prévisions météo, aujourd'hui, on sait prévoir à 14 jours pratiquement, voire plus, parce qu'on simule des milliers, millions de données. Dans la chimie, dans la recherche médicale, on a besoin de simuler dans la recherche contre le cancer. On doit aller au niveau de l'atome. Et donc là, on voit il y a beaucoup de promesses également, tout ce qui est calcul, tout ce qui est simulation également. Dans l'avion, on travaille aujourd'hui avec Airbus sur un projet européen sur la simulation de la corrosion. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que pour imaginer à quelle vitesse va évoluer la corrosion d'un avion, c'est compliqué. Ça dépend de plein de paramètres, le trajet, la pression, l'humidité, les chocs. Donc tout ce qui nécessite beaucoup de calculs dans la simulation, en fait, va trouver des usages très forts dans le quantique. Donc ça, c'est le premier usage, le quantum computing. Mais il y a d'autres usages. Par exemple, on s'est parlé précédemment des batteries automobiles. Le quantique pourrait également permettre d'améliorer les batteries de véhicules électriques ? Tout à fait. Pourquoi ? Une batterie, en fait, c'est de la chimie. Donc, on est encore une fois dans l'extrêmement petit. Aujourd'hui, on voit qu'on essaie de trouver des nouveaux composants. On a le nickel, le cadmium, l'ion, on avait parlé du sodium. Et donc, si on peut simuler l'extrêmement petit, en fait, on peut aller plus loin dans la puissance des batteries, dans la durée de vie d'une batterie, dans la capacité de charge d'une batterie, qu'elle soit plus rapide à charger. Et donc, le fait qu'on se rapproche du niveau de l'atomique, ça nous permet d'être au plus proche de l'objet de la simulation et donc d'aller plus vite. Donc effectivement, l'automobile aujourd'hui étudie le quantique pour essayer de trouver plus rapidement des nouvelles façons, des nouveaux procédés pour produire des nouvelles batteries. Alors, il y a plein de choses positives, mais il y a aussi des éléments qui font peur. C'est notamment la menace sur les systèmes de chiffrement, tout ce qu'on appelle la cryptographie. Tout à fait. On a parlé du quantum computing, mais dans les autres usages, il y a tout ce qui est la partie télécom et sécurité. Pourquoi ? Si on a une puissance de calcul qui est très très forte, aujourd'hui, nous avons tous des clés de cryptage dans nos échanges en ce moment, lorsqu'on échange des fichiers, lorsqu'on crypte des fichiers. Et aujourd'hui, c'est protégé par des clés, très souvent à 128 ou 256 bits. Et pourquoi ? On considère qu'aujourd'hui, un ordinateur classique, même un supercomputer, ne peut pas casser ses clés à 256 bits. Ou alors, il faudrait des moyens énormes et des années. Le problème, c'est qu'avec la puissance du quantique, si on a des ordinateurs qui sont 1 million, 1 milliard de fois plus puissants, ils peuvent simuler beaucoup de combinaisons et donc ils peuvent décrypter beaucoup plus facilement nos fichiers. Et donc les experts s'entendent aujourd'hui pour dire que l'année où le quantique va réussir à déchiffrer toutes nos clés d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le Y2Q, l'année du quantum, on est entre 8-10 ans, 5-10 ans. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches là-dessus et de risques. Pourquoi ? Certaines organisations volent beaucoup de fichiers aujourd'hui pour le décrypter plus tard. Et ça, c'est embêtant. On pourrait se dire, non, mon fichier décrypté, c'est pas grave. Si, parce que s'il est décrypté dans 5 ou 10 ans, imaginez vos données personnelles, de santé, vos données bancaires, à la limite, c'est de la curiosité. Mais par contre, des brevets, alors ils peuvent être protégés par le juridique, mais la connaissance peut être décryptée dans des brevets, dans le nucléaire, dans l'aérien, dans le satellite. Donc là, le risque, il est réel. Donc il y a des standards qui sont mis en place. Les Américains sont clairement en avance. Donc, il y a un organisme qui s'appelle le NIST qui a publié 4 standards qui permettent d'être quantum proof. C'est-à-dire que si on met ces nouveaux systèmes de cryptage, ils résisteront au quantique. Donc déjà, c'est une première chose. Donc 4 standards choisis. Depuis 2 semaines, 4 de plus. L'Europe est en retard là-dessus. Donc il faut qu'on arrive à rattraper ce retard pour être safe par rapport à ces risques par rapport au quantique. Ouais, parce que on comprend, il y a des enjeux économiques, des enjeux de souveraineté. Vous avez évoqué aussi les questions énergétiques, d'où cette espèce de course mondiale au quantique aujourd'hui. Oui, donc comme d'habitude, beaucoup d'acteurs sur le marché, tous les acteurs des semi-conducteurs et de l'informatique, pas de secret, si on parle d'IBM, de Google, de Microsoft, ils sont tous là-dessus, ils font tous des annonces avec chaque fois des ordinateurs quantiques plus puissants. On a démarré avec quelques qubits, maintenant on est à quelques dizaines, 50, 70, mais avec encore beaucoup d'erreurs. C'est pour ça qu'on n'est pas encore dans
on va dire l'état de l'art, et on n'est pas encore sur des ordinateurs quantiques qui peuvent dépasser les supercomputers, même si Google a fait des annonces, mais il n'y a pas d'application aujourd'hui. On parlait de médecine, on parlait d'automotive, on pourrait parler également du GPS. Une autre composante du quantique, c'est le sensing. C'est la Mmh. capacité à pouvoir, de façon très précise, localiser des choses. Donc, on pourrait très bien remplacer le GPS d'aujourd'hui, basé sur les satellites, par des capteurs quantiques. Imaginez des sous-marins, mais ils peuvent pas voir les satellites, ils sont trop loin. Dans des tunnels, on ne les voit pas. Donc, le quantique amène également cette capacité, avec une extrême précision, de pouvoir géolocaliser des objets. À partir du moment où on a leur position initiale, on sait les suivre pendant toute leur durée de vie. Donc là, beaucoup d'espoir également, peut-être demain, dans votre voiture, Jérôme, un GPS quantique. Waouh! Quelle est la place de l'Europe et de la France là-dedans, Patrice? Alors, la France est plutôt bien passée. Lorsqu'on parle de quantique, on a des startups qui sont mondialement connues, qui ont une reconnaissance. Je peux parler de Pascal, je peux parler de Alice et Bob, bien français. Je peux parler de Candela. Donc là, ce sont des startups qui se sont lancées avec différentes technologies. On a vu qu'on peut travailler sur du supraconducteur, sur des photons, sur du magnétique. Et donc, chacune de ces startups a pris une technologie et avance. On a également beaucoup d'universités, d'écoles d'ingénieurs qui sont bien placées en Europe et en particulier en France. Donc, on peut dire que la France et l'Europe ont encore une carte à jouer, à condition peut-être de se réunir, qu'on n'ait pas des batailles de pays, mais qu'on raisonne à l'échelle européenne. Je pense que c'est la seule façon aujourd'hui de pouvoir résister à la concurrence à la fois américaine, mais asiatique. Les Sud-Coréens sont très très forts dans ces nouvelles technos. Taïwan avec les semi-conducteurs, la Chine bien entendu, l'Inde qui arrive. Donc, je pense que nous avons une chance au niveau européen de pouvoir nous unir pour avoir une force de frappe beaucoup plus importante. On a parlé des risques par rapport à la sécurité, d'où la souveraineté. Il y a également un gros challenge par rapport à l'énergie. On l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on doit gérer l'extrêmement froid, du magnétique, du nucléaire, il faut beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, ces ordinateurs sont très consommateurs en énergie. Donc, il y a beaucoup de recherches là-dessus pour essayer de trouver les meilleures technologies qui ont le bon compromis entre la puissance, la rapidité, mais la consommation d'énergie qui est aujourd'hui un souci et qui fait partie de l'équation. Il faut qu'on puisse avoir des ordinateurs qui soient fiables, mais à un prix acceptable au niveau monétaire, mais au niveau planétaire également, au niveau environnement. Encore une question. Et alors, qu'est-ce que vous faites, vous, Capgemini, là-dedans? Alors, comme tous les projets d'électronique, d'informatique, il y a la partie hardware, donc c'est pas notre métier, mais il y a toute la partie logicielle. On a parlé de correction d'erreurs. Aujourd'hui, pour gérer l'infiniment petit, il y a beaucoup de software, de protocoles, d'algorithmes qui doivent aider à améliorer la fiabilité de la lecture de ces process. Et puis, comme on l'a dit, il y a beaucoup de secteurs industriels qui sont intéressés par le quantique. Et donc, on travaille avec nos clients. On a parlé d'Airbus, mais dans la santé, dans la recherche biologique, il y a également beaucoup d'attentes là-dessus. On a parlé des télécoms avec la sécurité. Donc, nous travaillons avec nos partenaires, soit des startups. Pascal, nous avons investi dans cette startup française, mais également sur d'autres, pour accélérer l'innovation et être sûr qu'on travaille sur l'usage et le côté pragmatique de ces usages quantiques dans les futurs métiers. Merci Patrice Duboé, directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini. Et pour en savoir plus, on renvoie au rapport annuel Technovision de Capgemini.